Aujourd'hui, nous allons parler du revenu fiscal de référence. On va s'adresser pour une fois aux personnes aux revenus modestes et qui ont besoin de ne pas être pénalisées sur leurs aides sociales, de ne pas être pénalisées sur les prélèvements sociaux au niveau des pensions de retraite. Eh bien, c'est maintenant et ça commence tout de suite après ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël Lopère, je suis formateur en gestion de patrimoine et aujourd'hui nous allons nous intéresser justement au revenu fiscal de référence à travers un cas concret, celui de Monsieur Pignon. Monsieur Pignon, il a 82 ans, 12 000 euros de retraite et pour équilibrer son budget, il fait chaque année des rachats de 18 000 euros sur son assurance vie et quand il fait ce rachat, eh bien, il doit décider si sur la quote-part d'intérêt à l'intérieur de ces 18 000, il privilégie le prélèvement libératoire ou l'impôt sur le revenu. En préambule, rappel sur le fonctionnement des contrats d'assurance vie. Prenons le cas de Monsieur Pignon qui fait des rachats chaque année sur son assurance vie de 18 000 euros. Il faut savoir que quand je fais un rachat sur mon contrat d'assurance vie, on va dissocier le capital des intérêts. Et quand je rachète 18 000, on va me dire, sur ce rachat, tu as une quote-part qui correspond aux intérêts perçus et le reste, c'est ton capital. Celui-ci est exonéré. Tu récupères ce que tu as versé. Tu es simplement fiscalisé sur la quote-part d'intérêt. Et on va te dire, sur ces intérêts, qu'est-ce que tu préfères? Tu as deux options. Soit tu profites du prélèvement libératoire et il est à 7,50, soit tu profites de l'impôt sur le revenu. Et là, ça va dépendre de ta situation. Ça peut aller de 0 à 45%, ce qu'on appelle la TMI, tranche marginale d'imposition. Il y a une particularité en assurance vie, c'est que après 8 ans, on bénéficie, quand on est seul, d'un abattement de 4 600, c'est-à-dire qu'en dessous de 4 600 euros d'intérêt, tu ne payes pas d'impôt. Si tu es en couple, l'abattement est multiplié par 2, c'est 9 200 euros d'intérêt. Et quand on dépasse le seuil, au-delà, tu payes un impôt de 7,5 qui est un impôt forfaitaire. C'est ce que l'on appelle le prélèvement forfaitaire libératoire. Par conséquent, ici, au moment où M. Pignon fait son rachat, on va lui demander, ok, qu'est-ce que tu souhaites? Prélèvement libératoire ou impôt sur le revenu? De toute façon, ça ne sert à rien de me poser la question. Dans les deux cas, je suis en dessous de l'abattement, je suis non imposable. Pas tout à fait. La règle du jeu est la suivante. Quand je demande un rachat, si je choisis le prélèvement libératoire, comme la compagnie d'assurance ne sait pas si j'ai déjà dépassé le seuil des 4 600, par défaut, elle applique 7,50 sur la totalité des intérêts. Ici, en l'occurrence, 4 500. 4 500 à 7,50 d'intérêt, ça fait 338 euros d'impôt. Donc je vais payer 338, c'est prélevé sur le contrat et donné au percepteur. Et moi, je reçois mon rachat, j'ai demandé 18 000, je reçois mes 18 000. L'année suivante, quand je vais faire ma déclaration d'impôt, le percepteur va se rendre compte que j'étais à l'intérieur du seuil des 4 600, donc en dessous de l'abattement, que je n'aurais pas dû payer d'impôt, et je vais être remboursé des 338 euros. C'est neutre. C'est neutre fiscalement. Mais au niveau du revenu fiscal de référence, dans la mesure où j'aurais déjà eu un impôt qui aurait été payé, qui aurait été prélevé, eh bien mon revenu fiscal de référence va être majoré de 4 500 euros. Alors que si j'avais opté pour l'impôt sur le revenu, eh bien mon revenu fiscal de référence n'aurait pas été majoré. Voire même mieux, il aurait été minoré. On voit ici la différence, effectivement, avec le prélèvement libératoire, j'ai 12 000 euros de pension, j'ai droit à mon abattement de 10%, je me retrouve avec 4 500 de produits soumis à l'impôt, même si je suis remboursé après, ce qui fait que je me retrouve ici, alors que je ne paye pas d'impôt, avec un revenu fiscal de référence qui passe à 15 300. Alors que quand je suis à l'impôt sur le revenu, non seulement j'ai aucun produit qui est soumis à l'impôt, mais j'ai en plus un petit bonus, une CSG déductible de 6,80 sur mes 4 500, donc 306 euros, qui viennent
en déduction de mon revenu imposable et de fait, je me retrouve ici avec 10 494 contre 15 300 dans l'autre situation. C'est le même rachat, c'est la même fiscalité, mais ce n'est pas le même revenu fiscal de référence. Et ce revenu fiscal de référence, il va être utile pour ouvrir un LEP, taxe foncière. Avant 2020, on était concerné par la taxe d'habitation, maintenant c'est plus le sujet. On la paye et ce n'est plus lié au revenu fiscal de référence. Mais en revanche, si tu es retraité, tu vas avoir des prélèvements sociaux sur tes pensions de retraite qui vont être tributaires de ton revenu fiscal de référence. Et en fonction du montant de ton revenu fiscal de référence, tu pourras être exonéré ou soumis à des prélèvements qui vont de 3,80 à 8,30. On pourra aussi utiliser ce revenu fiscal de référence pour avoir une dispense d'acompte sur tes intérêts de placement, sur tes dividendes, sur ton plan d'épargne logement. Encore faut-il que ton revenu fiscal de référence te permette d'y accéder. Si tu touches des aides comme l'APA ou des APL, là encore, le montant ne sera pas le même en fonction de tes ressources. Et prenons un cas, ici, avec quelqu'un qui serait célibataire, APA GIR 3, pension 12 000, eh bien en fonction de son revenu fiscal de référence, dans un cas, je suis éligible à la taxe foncière, dans l'autre, je ne le suis pas. Je vais avoir des aides pour mon APA qui ne seront pas du même montant, puisque ça va dépendre du revenu fiscal de référence. Et à l'arrivée, ici, juste pour une case sur un formulaire, je me retrouve avec 3 000 € d'écart. Et quand ça se répète pendant des années, autant dire que ça fait très mal au portefeuille. Je vous parle ici d'un cas concret que j'ai pu dénouer en disant à mon client, dorénavant, ce serait peut-être judicieux pour vous de ne pas opter pour le prélèvement libératoire, mais de changer à partir de l'année prochaine et de se mettre à l'impôt sur le revenu. Voilà comment fonctionne le revenu fiscal de référence. J'espère que ce te sera utile et que tu ne te feras pas piéger la prochaine fois que tu feras un rachat. Attention, cela ne fonctionne que quand on est à l'intérieur des abattements. Il est judicieux de faire des simulations pour ne pas se retrouver, par contre, en choisissant l'impôt sur le revenu, à exploser les tranches d'impôt. N'oublie pas qu'elles vont jusqu'à 45% et l'objectif ici, c'est de payer le moins d'impôts et de ne pas se faire rattraper par la patrouille. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la faire suivre aux personnes que tu penserais pouvoir être concernées par ce sujet et laisse surtout un commentaire si ça t'a été utile.